Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur l'obtention des moyens de preuve aux États-Unis pour des procès en cours ou à naître à l'étranger. Je me présente, je m'appelle Olivier Thévaux, je suis avocat américain et suisse. Actuellement, je vis à Austin, au Texas. Toutefois, j'ai grandi dans la région lémanique entre Lausanne et Genève. Il y a 8 ans, j'ai fondé l'étude Thévaux & Partners. Nous avons la chance d'avoir des bureaux à Lausanne et à Austin. Notre étude compte une dizaine de personnes, dont 2 associés à Lausanne. Pour bien comprendre ma présentation de ce jour, je souhaite vous exposer un scénario. Imaginez que vous avez un nouveau client qui vient vous consulter, la société Alpha. Cette société a développé un programme informatique extrêmement innovant basé sur l'intelligence artificielle. Le patron d'Alpha vous explique que l'un de ses clients bêta a probablement copié une partie du code de leur programme et l'utilise en violation du contrat de licence. Toutefois, il n'a pas de preuve formelle à ce stade. Le préjudice pour Alpha pourrait être très important. Le patron d'Alpha vous explique également que la société Beta a fait entrer de nouveaux investisseurs américains dernièrement. Certains investisseurs auraient refusé d'investir dans la société Beta après avoir procédé à une due diligence. Votre client suspecte que les raisons de leur refus seraient le risque d'une procédure judiciaire pour la violation de vos droits de licence. Là également, le client n'a aucune preuve formelle. Il a uniquement entendu des bruits dans le marché. Vous vous dites que si vous pouviez avoir accès à la due diligence et tous les documents échangés dans ce cadre, poser des questions aux investisseurs américains qui ont refusé d'investir dans Beta et obtenir les échanges de courriels, textes et autres communications entre les 10 investisseurs et la société Beta, vous vous trouveriez dans une position nettement plus confortable pour déterminer les mesures judiciaires à prendre contre Beta. La solution ? Vous pouvez déposer une requête 1782A afin d'obtenir l'assignation des investisseurs qui se trouvent aux États-Unis à procéder à une déposition auprès de votre confrère américain, de produire les pièces requises. Si la requête est admise, il est important de bien préparer les questions qui seront posées aux investisseurs. Dans ce cadre, il est généralement conseillé de demander dans un premier temps la production des pièces. Puis, fort des pièces reçues, vous pouvez préparer les questions à poser aux témoins. Si plusieurs témoins doivent être entendus, il est également important de réfléchir à l'ordre de passage des témoins. Vous l'aurez donc compris, l'article 1782A ouvre la porte de la procédure d'administration des preuves américaine aux parties à un litige ouvert ou à naître à l'étranger. L'administration des preuves aux États-Unis permet généralement d'obtenir plus d'éléments de preuve en comparaison des systèmes que nous connaissons en Europe. Partant, connaître les possibilités offertes par cette procédure peut permettre aux avocats étrangers de gagner un avantage décisif dans une procédure ouverte ou à naître dans leur juridiction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite rappeler quelques éléments par rapport à l'organisation judiciaire aux États-Unis. Premièrement, les États-Unis connaissent une organisation judiciaire complexe divisée entre la juridiction fédérale et des États. Chaque État dispose ainsi de sa propre organisation judiciaire et de son code de procédure civile. Sur le plan fédéral, le territoire américain est divisé en 12 arrondissements comprenant 94 districts. La Cour suprême est l'autorité supérieure. Lorsqu'une question juridique n'a pas été tranchée par la Cour suprême, chaque arrondissement a sa propre jurisprudence. À ce jour, la Cour suprême a rendu quelques arrêts concernant 1782A. Un des arrêts importants a été rendu le 21 juin 2004. Il s'agit de l'affaire Intel Corporation against Advanced Micro Devices Inc. Un autre arrêt relevant a été rendu tout dernièrement, soit le 13 juin 2022. Il s'agissait de 2 affaires, ZF Automotive US contre LuxAir Ltd et Alix Partners LLP versus the Fund for Protection of Investors' Rights in Foreign States.
Dans l'affaire Intel, la question à trancher était de savoir si une partie plaignante, dans le cadre d'une procédure administrative et pas judiciaire, avait la qualité pour agir dans une action 1782A. La Cour a répondu par l'affirmative. Elle a considéré qu'il suffisait d'être intéressé à la procédure pour avoir la légitimation active dans la procédure 1782A. La Cour a également estimé que la procédure étrangère n'avait pas besoin d'être ouverte, mais only in reasonable contemplation. Finalement, elle a confirmé que le moyen de preuve n'avait pas besoin de pouvoir être obtenu selon le droit étranger. Toutefois, elle a rappelé que les cours fédérales disposaient d'un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une requête 1782A. Elles peuvent donc prendre en compte les différents critères précités pour décider d'accepter ou rejeter une requête. Dans l'arrêt rendu au mois de juin, la question était de savoir si la procédure 1782A pouvait être utilisée pour obtenir des moyens de preuve dans le cadre de procédures d'arbitrage commercial privé. Avant cet arrêt, cette question faisait débat et les cours fédérales étaient partagées sur cette question. La Cour suprême a répondu par la négative. Ainsi, si un litige est soumis à l'arbitrage privé, les parties ne peuvent pas obtenir l'application de 1782A pour obtenir des preuves sur sol américain. Il existe toutefois encore des questions ouvertes à ce sujet. En effet, se pose notamment la question de savoir si les arbitres peuvent demander à un juge du siège de l'arbitrage l'application de la Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale. Par exemple, la Suisse accepte de telles requêtes. Dans une telle hypothèse, la demande d'entraide sera alors envoyée par un juge suisse aux autorités américaines. Les autorités américaines utilisent sur le plan interne les mécanismes prévus par l'article 1782A pour répondre aux demandes émanant des autorités étrangères. Se pose la question de savoir l'impact de l'arrêt rendu au mois de juin. Il faudra voir comment les autorités américaines et, le cas échéant, les cours fédérales réagissent à une telle requête. Toutes les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêt de la Cour suprême sont tranchées au niveau des districts. Partant, les réponses peuvent être différentes. Il arrive ainsi qu'une partie se voit accepter sa requête dans un district, mais refuser dans un autre, les cours n'appliquant pas la même jurisprudence. Pour bien comprendre le champ d'application de l'article 1782A, il faut rappeler les étapes des procès civils sur le plan fédéral aux États-Unis. Nous pouvons les résumer de la manière suivante. 1. La phase d'échange d'écriture, appelée pleading stage. 2. La phase d'administration des preuves, discovery stage. 3. La phase devant les tribunaux, civil trial. Puis, le cas échéant, 4. La phase de recours, appeals. La phase d'échange d'écriture est en principe très brève. En effet, la demande doit uniquement contenir une explication courte et claire démontrant que le demandeur a le droit à ses conclusions. Aucune pièce n'est en principe produite à ce stade. Après cette première phase, les parties entrent dans la phase de l'administration des preuves. En Suisse et dans la grande majorité des pays européens, l'administration des preuves est du ressort du tribunal ou du juge délégué. Or, aux États-Unis, le juge intervient que sporadiquement et principalement lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord. Après l'échange d'écriture, les parties confèrent du litige et déterminent les éventuelles possibilités de règlement de leurs différends. Lors de cette discussion, elles doivent également développer un projet de plan d'administration des preuves appelé Discovery Plan. Ce plan doit être communiqué par écrit dans les 14 jours après la discussion au tribunal. Il contient notamment les sujets qui nécessitent l'administration des preuves, des informations sur la manière dont l'échange de documents électroniques aura lieu et les éventuelles questions relatives à la protection des privilèges, notamment d'avocats. La loi prévoit que chaque partie peut également obtenir des éléments de preuve en possession de l'autre partie et de tiers. La loi définit le champ d'application de l'administration des preuves de manière large, à savoir unless otherwise limited by court order, the scope of discovery is follows. Parties may obtain discovery regarding any non-privileged matter that is relevant
to any party's claim or defense. La loi ne contient toutefois aucune définition du terme relevant, mais prévoit un test pour déterminer la pertinence d'une preuve. Ainsi, une preuve est pertinente si 1. Elle peut éventuellement rendre un fait plus ou moins vraisemblable qu'il ne le serait sans la dite preuve, et 2. Le faire a un lien avec la cause à juger. Dans le cas évoqué ci-avant, tout élément permettant de comprendre si l'éventuelle violation des droits de licence a joué un rôle dans la décision de refus de certains investisseurs d'investir dans Beta est pertinent. En effet, si un des investisseurs a renoncé à cet investissement à cause du risque de procès pour la violation de la licence de votre client, il s'agit alors d'un élément de preuve en lien avec l'affaire. Évidemment, les éventuelles réponses données par Beta aux investisseurs en lien avec ce risque pourraient également être extrêmement relevants. À relever toutefois que le critère de la pertinence n'est pas le seul pris en compte. En effet, la demande d'une partie d'obtenir des moyens de preuve doit être proportionnée aux besoins de l'affaire. Pour déterminer la proportionnalité d'une demande, les tribunaux tiennent compte notamment de facteurs tels que l'importance des moyens de preuve requis dans la résolution du litige ainsi que la difficulté d'obtenir ce moyen et les coûts y relatifs. Pour cette raison, il est souvent conseillé de spécifier dans sa requête 1782A les raisons de la demande. Dans les requêtes 1782A, il n'est ainsi pas rare de voir les cours fédérales demander à la partie requérante de réduire le scope de sa requête. Ainsi, il est conseillé de bien déterminer les éléments de preuve requis. À relever qu'il est toujours possible de déposer une nouvelle requête 1782A suite à la découverte de nouveaux éléments de preuve, comme par exemple le nom de témoin ou l'existence de documents. Les dépositions des témoins par les parties est un outil extrêmement puissant. En effet, chaque déposition peut durer jusqu'à une journée de 7 heures. Évidemment, il ne s'agit pas de l'unique moyen à disposition des parties. Celles-ci peuvent également requérir de l'autre partie ou de tiers la production de documents, l'inspection des lieux appartenant ou sous contrôle de l'autre partie. Le revers de la médaille du système américain est le coût du processus d'administration des preuves. Une partie peut en effet être contrainte de produire des milliers de documents. Le processus pour les trier, les inventorier et contrôler qu'ils ne comportent pas de secret d'affaires ou d'informations bénéficiant d'un privilège, incluant notamment les communications entre le client et son avocat, peut être extrêmement onéreux. Pour la partie qui reçoit les documents, les coûts peuvent également être importants. En effet, si vous recevez des milliers d'emails et de documents, il faut ensuite les trier et sortir ceux qui sont relevants pour votre affaire. Des sociétés sont spécialisées dans le tri de documents électroniques. Elles utilisent des recherches notamment par mots-clés. La légitimation active de la procédure 1782A est large. Elle est ouverte tant aux autorités et tribunaux étrangers qu'à toute personne ayant un intérêt légitime. Toutefois, les autorités et les tribunaux étrangers préfèrent en principe adresser une demande d'entraide au US Department of Justice plutôt qu'ouvrir eux-mêmes une procédure aux États-Unis. Le département américain, à la réception de la demande, appointe alors un Assistant United States Attorney qui a la charge d'ouvrir ladite procédure et de récolter les moyens de preuve pour le gouvernement ou le tribunal étranger. Pour les parties, comme je l'ai déjà mentionné lorsque je passais en revue les arrêts de la Cour suprême, il suffit d'avoir un intérêt à la procédure pour pouvoir avoir la légitimation active. De surcroît, il n'est pas nécessaire que le procès à l'étranger soit d'ores et déjà ouvert. Une partie peut donc utiliser cette procédure pour obtenir des preuves à futur. Concernant les personnes visées par la procédure, il s'agit de toute personne physique ou entité légale, incluant les sociétés, associations et autres formes juridiques. Toutefois, le gouvernement américain et les gouvernements étrangers ne peuvent en principe pas être visés par une requête 1782A. Ainsi, si vous souhaitez obtenir la production de la copie de la déclaration d'un tiers, la requête doit être adressée à cette personne ou à une personne ayant accès à ce document. Votre requête ne peut pas être visée directement l'IRS. L'IRS étant l'autorité fiscale américaine.
Concernant le fort de la procédure, la loi prévoit que le tribunal peut ordonner la production de preuves aux personnes qui habitent ou qui peuvent être trouvées dans le district où est localisé le dit tribunal. Pour rappel, il existe 94 districts, donc autant de forts. Finalement, je souhaite vous donner quelques informations sur la procédure. Une requête 1782A comporte plusieurs sections. Une section est la proposition d'assignation appelée subpon. Ce document, lorsqu'il est signé par le juge, ordonne à la personne visée de produire des documents ou de se présenter à une déposition à une date déterminée. Une autre section importante est le mémoire de droit. Celui-ci comporte un exposé des faits et du droit applicable, y compris de la procédure applicable devant la juridiction étrangère. Pour l'application du droit étranger, il est conseillé d'annexer à la requête un avis de droit. La décision est prise généralement ex parte. Lorsque la partie visée reçoit l'assignation, elle peut alors s'y conformer, s'y opposer par le dépôt d'une requête, motion to squash, ou demander sa modification, motion to modify. Cette dernière option est généralement utilisée lorsque la personne visée souhaite uniquement limiter le champ des questions ou des documents à transmettre, par exemple pour préserver un secret d'affaires. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, je vous invite à lire mon article publié dans la revue suisse de l'avocat des mois de juin et juillet de cette année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email, par le biais de mon compte LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente journée.